cet ordinateur. Donc bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dr Laure Magnan, qui est biologiste, expert de l'ingénierie tissulaire. Elle est aussi CSO, Chief Scientific Officer d'une superbe startup qui s'appelle Oxford Silk Page Technologies, comme son nom l'indique, basée à Oxford au Royaume-Uni, dont on a interviewé la CIO Stéphanie Lesage la semaine dernière. Vous pouvez voir ça sur la chaîne. Donc aujourd'hui on reçoit donc le Dr Laure Magnan pour parler de son parcours de scientifique, de chercheur dans le privé, la transition également qui s'est faite, comment euh, vous avez, euh, vous avez fait cette transition et comment se fait votre travail au quotidien dans la biotech et aussi bien sûr maintenant avec le Covid, comment ça se passe. Bonjour Laure, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation. Ça va très bien. Il fait très beau, donc tout Bah, va c'est bien. parfait, je suis ravi de vous recevoir. Merci à Alors, vous. Laure, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours universitaire, ce que vous avez fait Tout à fait. Comme vous l'avez dit, je suis CSO d'une startup à Oxford. Mais avant d'en arriver là, j'étais pas du tout prédestinée à faire une carrière aussi longue dans la recherche. J'ai voulu, en fait, après le bac, partir vers un DUT. Qui a été une formation incroyable et je pense que ça a été une de mes formations, une de mes meilleures formations avec la thèse. Donc j'ai fait un DUT génie biologique option analyse biologique et biochimique à l'IUT de Laval. Suite à ça, j'avais la possibilité de faire une école d'ingénieur parce que quand on est dans le classement supérieur, on a le droit d'aller faire une école d'ingénieur. Et donc, je ne voulais pas aller faire une école d'ingénieur parce que pendant mon DUT, je me suis prise de passion pour l'ADN et la biologie moléculaire. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait un master à Bordeaux, un master génétique. Et donc, je me suis dit, comment je peux faire pour avoir accès à ce master? Donc, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait et étant bretonne d'origine, j'ai regardé aussi ce qui se passait en Bretagne. Et donc, j'ai été faire une licence, une troisième année de licence à Rennes en biologie cellulaire et moléculaire et aussi très axée génétique. Ce qui m'a vraiment, vraiment bien servi en fait pour ensuite être en master génétique à Bordeaux. Alors, suite au master, en fait, donc en master 2, j'ai fait un super stage. Je rappelle, pour les quelques non-scientifiques qui nous regardaient, le master 2, c'est l'équivalent de mon époque, le DEA, c'est vraiment le master qui vous emmène les étudiants vers la recherche. C'est ça. C'est-à-dire, on apprend la recherche par la recherche sur la paillasse avec des chercheurs. Donc voilà. On a un stage d'environ 6 mois à faire en fin de master. Donc, il y avait aussi en master 1, en première année de master, il y avait un petit stage à faire. Donc là, j'ai commencé un peu à faire de la recherche, sachant que j'ai découvert le monde de la recherche plutôt pendant mon DUT. Mhm. Parce que pendant mon DUT en deuxième année, j'ai fait un stage au laboratoire de cytogénétique à l'hôpital de Rennes. Et donc, même si j'étais au sein de ce laboratoire, qui est un laboratoire de l'hôpital, j'ai fait de la recherche. Et j'ai trouvé ça passionnant, donc c'était super. Et en fait, suite à ce DUT, comme j'avais un diplôme professionnalisant, j'étais technicienne supérieure de laboratoire, j'ai pu travailler 4 ans d'affilée en tant que remplaçante technicienne l'été dans ce laboratoire-là. Et c'était formidable. C'était vraiment une expérience incroyable. Et donc ensuite, oui, donc j'ai fait ce stage de master 2 dans un super. Désolé, je vous coupe encore une fois parce que vous avez parlé du DUT. Là, je le dis aussi aux quelques parents qui tomberaient par hasard sur l'émission. Les DUT scientifiques sont excellents. Moi, j'ai eu quelques copains qui nous avaient rejoints par la voie DUT. Sont devenus de brillants scientifiques par la suite. Donc, c'est vraiment une formation, en tout cas, c'est top, hein. Les DUT scientifiques sont excellents. Voilà, j'arrête de vous embêter. C'est vraiment excellent parce que aussi ça a du sens. Ça a du sens parce que quand on arrive dans un vrai labo, ensuite, on est prêt. Parce que tout ce qu'on apprend en théorie le lundi, mardi, admettons, on va le faire en pratique le reste de la semaine. C'est une formation qui est quand même assez dure. Moi, j'ai trouvé ça assez difficile. On était en contrôle continu tout le temps. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé. Arrivé à la fac ensuite, donc là, gros changement. On avait une technique de travail en fait. Donc ça n'a pas été dur d'aller à la fac du tout parce qu'on était prêt pour ça et le DUT,
J'en fais souvent les louanges parce que ça a été une formation incroyable et j'étais prête en fait à Mmh. aller dans un laboratoire. Donc, ce qui fait qu'effectivement, ensuite, mes stages, j'ai fait des stages tous les ans et mon stage de master 2 a été le stage décisif parce que pour le coup, j'ai vraiment fait de la recherche. J'étais toute seule à ma paillasse, aidée évidemment des thésards autour et puis de mes encadrants. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était Mmh. travailler à la paillasse. Et alors, pour l'anecdote, c'était au début de mon master, je disais à tout le monde, je ferai jamais de thèse, c'est pas possible, je ferai pas de thèse. Et en fait, pendant mon stage de master 2, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et après discussion avec plusieurs personnes, parce que je voulais savoir l'avis des gens et de mes encadrants, est-ce que j'ai les capacités de faire une thèse? Parce que c'est pas le tout de vouloir en faire une, Mmh. mais il faut en être capable. Parce que c'est dur et qu'il faut être quelque part, faut aimer ça, faut vraiment Mmh. aimer ça pour pouvoir se tenir le coup pendant la thèse ensuite. Donc ils m'ont conseillé de faire une thèse. Il y avait pas de financement, à ce moment-là dans le laboratoire et puis déjà, en fait, en ayant fait un master génétique, je voulais, un peu m'écarter de cette, parce que c'est très, fondamental des fois et donc j'avais cette volonté d'aller plus vers l'appliqué, vers, vraiment le concret, alors même si le fondamental est absolument, crucial parce qu'il y a pas Bien de sûr. recherche appliquée sans recherche fondamentale et donc j'ai eu l'occasion de postuler à un doctorat en ingénierie tissulaire. Donc, je n'y connaissais absolument rien dans le domaine cardiovasculaire. Donc, pareil, aucune connaissance. Mais j'avais fait beaucoup de culture cellulaire et donc c'est, je pense, ce qui a été décisif. Donc, j'ai commencé ce doctorat avec docteur Nicolas Lheureux, qui est un pionnier et vraiment très connu dans son domaine. Et c'était la première fois en fait qu'il était directeur de recherche, directeur de thèse, puisqu'il a eu son entreprise pendant une vingtaine d'années aux États-Unis avant et il a Mmh. décidé ensuite de venir faire une carrière académique, en France. Donc j'ai fait un doctorat assez particulier, parce qu'on était tous les 2 les petits nouveaux. Donc non seulement moi, c'était la première fois que je faisais une thèse et lui, c'était la première fois qu'il dirigeait une thèse et en plus, on était tous les 2 nouveaux au laboratoire. Mmh. Donc En plus, ça c'est vraiment intéressant parce que s'il a été, on va dire, dirigeant de biotech, hem, même son profil était atypique dans le monde de exactement, la recherche, franco-française parce qu'en fait, ce type de profil n'est pas atypique, hein, dans le monde anglo-saxon, mais en France, vous le savez, on fait des carrières linéaires donc exactement, ouais. là, ça devait être vraiment quelqu'un d'assez atypique dans votre, Ouais, université ou dans votre laboratoire. je pense que c'est aussi, le fait d'avoir, Nicolas, comme directeur de thèse qui m'a, sûrement poussée à faire une carrière dans le privé ensuite, Mmh. enfin, donc parce que, je suis arrivée au laboratoire, il y avait absolument rien. Il a fallu créer en fait, l'équipe, donc l'équipe d'ingénierie tissulaire. Donc ça a été, au début, un gros challenge parce Mmh. qu'il a fallu tout créer depuis de A à Z en fait. Mmh. Donc j'avais un peu tous les rôles parce que après la première année où j'étais vraiment toute seule avec Nicolas, on a commencé à recruter un peu d'autres personnes. Donc j'ai eu un peu le rôle de postdoc, d'ingénieur, de thésard, de plein de choses en même temps. Je pense que avec du recul maintenant, parce que c'est difficile d'en s'en rendre compte quand on est dans sa thèse, mais j'ai passé beaucoup de temps à aider les autres pendant ma thèse et c'est pour ça qu'à la fin, j'ai eu la chance d'avoir en troisième année une ingénieure de recherche qui est incroyable, qui a été à mes côtés pendant toute la troisième année et ça m'a énormément aidée parce que sans elle, ça aurait été vraiment très, très compliqué. Donc voilà, une thèse très atypique. Je me suis occupée des commandes. Voilà, en fait, pour la petite anecdote, Nicolas m'appelait son cochon d'Inde parce que j'étais un peu le brouillon en vrai. Mmh. Donc j'ai essuyé les plâtres, j'ai fait toutes les erreurs qu'on pouvait faire et ça a servi et maintenant c'est devenu une super équipe, ils sont beaucoup. Ça marche bien et franchement, ça fait plaisir en fait de se dire que beh, j'ai participé à ça et c'est vraiment chouette. Donc voilà, mon doctorat.
assez particulier et ce qui me sert en fait, ce qui m'a servi aujourd'hui puisque comme on a donc créé une start-up, en janvier 2020, beh, finalement c'est retour à la création, depuis le départ, de quelque chose de Mmh. nouveau donc Rebâtir à zéro, quelque chose, qui a du fort potentiel. Alors justement, si je reviens sur cette transition, donc vous avez fait, votre thèse sur un sujet qui est, comme on dit dans le jargon, hot topics, l'ingénierie tissulaire qui aujourd'hui est en train de boomer, avec ou sans l'ingénierie cellulaire, la les cellules souches. On a d'un côté des biomatériaux complètement, dingues, qui sont en train d'être inventés partout dans le monde. De l'autre côté, des progrès terribles sur les cellules souches, leur différenciation, la combinaison des 2. Enfin, c'est aujourd'hui, on est, les gens ne se rendent pas compte de la révolution, médicale qui va arriver dans les prochaines années. Vous étiez tracé en fait pour, avec une belle thèse, un beau sujet à faire une carrière universitaire, postdoc, et aujourd'hui vous aurez pu par exemple être assistant professeur quelque part dans le monde et comment s'est fait la transition vers une biotech? Alors la transition vers la biotech, elle s'est fait un peu, tout au cours de ma thèse Mmh mh. parce que, comme je le disais, j'ai pas eu une thèse vraiment académique au Mmh. sens, propre du terme et j'ai eu cette volonté de sortir un peu la tête du labo, voir ce qui se passait, ailleurs et le fait que j'ai eu plusieurs stagiaires et puis qu'il y ait eu, des gens qui arrivaient au fur et à mesure dans l'équipe, j'ai, vraiment aimé ce côté management, de l'équipe et faire travailler une équipe tous Mmh. ensemble et je me suis, beaucoup intéressée pendant ma thèse, à voilà, découvrir le monde du privé, notamment grâce, à l'association, Akidoc, dont on parlera plus, Avec plaisir. tout à l'heure. Mais vraiment, apprendre à construire mon réseau, apprendre à qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour aller dans le privé. Mmh. Et c'est pas si évident que ça, parce qu'en France, on ne jure que par le postdoc. On nous dit qu'il faut aller faire un postdoc absolument, absolument, absolument. Et j'étais un peu, j'en avais un petit peu marre du monde académique. Je suis quelqu'un de très organisé, donc j'avais besoin un peu plus de structure. J'avais besoin aussi d'aller plus droit au but. Des fois, dans l'académique, on part un peu dans tous les sens. Mmh. Et puis, des fois, ça mène quelque part, et puis des fois, ça mène nulle part. Bon, après, c'est de la recherche, mais j'avais vraiment ce besoin d'aller vers un endroit. C'est un peu paradoxal parce que finalement, des fois, dans le privé, c'est ce qui est frustrant en tant que scientifique, c'est on va vers un but bien précis. Et la curiosité scientifique fait que des fois, on a envie de tout savoir et on a envie de Mmh. faire d'autres choses et on ne peut pas parce qu'il faut rester droit dans son sujet. Donc ça, c'est un petit côté un peu frustrant dans le privé des fois. Mais sinon, donc voilà, pendant ma thèse à Kidoc, j'ai aussi fait un parrainage entreprise étudiant organisé par la ville de Talence, Mmh. qui était très enrichissant en fait. Voilà, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps à faire autre chose aussi que ma thèse purement et simplement. Et j'ai trouvé ça génial parce que quand on arrive à la fin de sa thèse, on a un vide, un gros gros vide. Et si on ne s'est pas un petit peu préparé à vivre ce vide et à savoir ce qu'on veut faire vaguement, on n'est pas obligé d'avoir un plan construit tout de suite, on peut tomber un peu de haut Mmh. parce que la chute est quand même intense. On passe 3 ans, enfin en tout cas en bio, 3 ans minimum, de temps en temps 4, à travailler sur un sujet. On s'implique énormément et une thèse, ça demande beaucoup d'investissement. Et tout d'un coup, c'est fini. Et donc, si on ne s'est pas préparé un petit peu à se poser des questions, je pense aussi ce que j'ai fait pendant ma thèse qui m'a préparée, c'est me poser la question, qu'est-ce que j'aime faire? Mmh. Qu'est-ce que j'aime faire où est-ce que je suis douée? Parce que ça, c'est intéressant, je pense, apprendre à se connaître. Parce que des fois, on pense qu'on est bon à faire des choses et en fait, non. Mmh. Et c'est important de le savoir, je pense, d'être honnête avec soi-même, de savoir, ben là, je suis douée, là, moins. Donc, euh, je pense que naturellement, ma personnalité faisait que ça allait, j'étais plus compatible avec le monde privé qu'avec le monde académique. Il y a aussi, chez, ceux qui quittent le monde académique, il y a une période de transition, qu'on appelle, moi, à l'époque, on appelait ça le deuil de la recherche. C'est-à-dire, il fallait faire le deuil de la recherche parce que c'est tellement stimulant intellectuellement, le matin de recevoir la biblio, de discuter avec des collègues: «Tu as vu cet article?» Et cetera, et discuter science, participer à des séminaires scientifiques avec des mecs.
des hommes et des femmes super brillants. Et donc ça stimule, ça nourrit le cerveau, ça nourrit et vous d'un coup, vous sortez du système, universitaire, du système de la recherche, qui est très, très stimulant et il y a aussi cette part-là où, où il y a un manque littéralement de stimulation intellectuelle et tout semble fade, en fait, après. Je ne sais pas si vous avez eu ce côté-là? Pas trop parce que dans les startups, il y a quand même une grosse Mmh, part recherche. mmh C'est pour et ça aussi que d'émulation intellectuelle aussi, hein. voilà, c'est pour ça que je suis pas allée dans un gros groupe, parce que, c'est ce que j'aurais pu faire, hein, tout à fait, aller dans un gros groupe et puis, avoir un beau chèque et faire un travail, un peu plus routinier et ça m'intéressait pas du tout. Mmh, Alors peut-être plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment eu ce côté-là. Alors comme je disais tout à l'heure, il y a un petit côté frustrant, des fois parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut faire mmh, et cette curiosité scientifique va être un peu, voilà, mise à mal, mais il y a quand même dans la start-up une grosse partie recherche et développement. Donc la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, j'ai été embauchée sur un projet bien spécifique et en fait, je me suis pas du tout ennuyée parce que le projet entre guillemets, fallait qu'il aboutisse à la fin. mmh. Donc il faut faire les recherches qu'il faut et ce que j'aime dans le privé, c'est le côté vraiment innovation. On est là pour en fait, pour créer. On Oui, est là pour pour amener de la innover nouveauté. Mmh. et voilà et Il y on a de est la là valeur. pour trouver des solutions. Mmh. C'est vraiment en fait, on nous appelle, chercheurs, mais on devrait nous appeler trouveurs parce que, Trouveur de solutions, exactement. voilà Mmh. et on est là pour régler des problèmes qui n'ont pas été solutionnés. C'est vraiment Absolument. enfin, c'est l'impression que j'ai de mon métier, en tout cas. Et là, justement, maintenant qu'on a fait la transition, sur le privé, donc en tant que directrice de recherche ou en tant que chercheur dans le privé, comment ça se passe, la recherche, en biologie ou en biotechnologie? Heu, Parce que souvent, on arrive à peu près les doctorants arrivent à peu près à imaginer comment travaille un technicien ou un ingénieur dans le privé, mais ils n'arrivent pas à très bien voir comment s'organise le travail, la recherche d'informations. Est-ce que vous faites la même bibliographie ou, la biographie aujourd'hui inclut par exemple les brevets aussi ou des choses comme ça? Comment en pratique ça s'organise? Alors je pense que c'est comme je dirais que c'est un peu comme c'est multidisciplinaire, enfin multidisciplinaire, multitâche, un peu comme dans en tout cas dans une start-up, hein, je parle de ce dont je connais. Que par rapport à la thèse. Par contre, c'est beaucoup plus structuré, plus organisé. Ça, c'est le côté qui me plaît beaucoup. Donc, il y a le cahier de labo toujours à remplir, mais il y a aussi des rapports scientifiques à faire. Il y a le côté qualité. Il y a vraiment des choses, c'est beaucoup plus carré. Donc ça peut être un peu déstabilisant pour des gens qui, dans l'académique, c'est vrai que c'est un peu, voilà, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, même si c'est en train de changer quand même. Il y a Mmh. beaucoup plus de structure qui est apportée. Mais au quotidien, disons que un des points qui est important à dire, c'est que par contre, dans le privé, on est docteur. On, Mmh. on a une responsabilité en fait. On est embauché en tant que docteur. Donc, on a un travail de docteur. Et je sais que ça, c'est quelque chose c'est un point que j'aimerais évoquer pour les doctorants qui se rendent compte, parce qu'en France, quand on est dans un laboratoire public, tout le monde est docteur autour de nous, c'est Oui. comme un peu la normalité. Mmh. Alors que dans le monde extérieur, c'est pas vrai. Personne n'est docteur, enfin Mmh. personne. Il n'y a pas une grande majorité de personnes qui sont docteurs. Et ça, c'est un truc qu'il faut prendre au sérieux parce que quand on est embauché dans le privé, on n'est pas embauché pour être quelqu'un vite fait thésard dans un laboratoire. Mmh. On est là pour une mission bien précise. On est là pour créer, innover, faire des manips, apporter des solutions. On est là pour effectivement faire de la bibliographie sur des points très précis. On est là aussi souvent pour manager une équipe. Parce qu'on a souvent des postes, quand on est docteur, on a souvent des postes de chef de projet, chef d'équipe, peu importe les noms qu'on leur donne, mais c'est quand même, il y a une grosse partie sur ça. Et je pense qu'un des gros points qui est important par rapport à la transition public-privé, et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le doctorat, c'est penser aux compétences transverses que nous Mmh. apporte le doctorat. Et elles sont nombreuses, 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 et elles sont très importantes. Et je pense qu'elles sont à mettre plus en avant que le côté scientifique quand on est dans une boîte privée. Parce que, par exemple, rendre un projet dans les temps,
c'est quelque chose qu'on fait en doctorat, puisqu'on a 3 bien ans pour sûr. faire un projet. On doit écrire des articles, donc on a des qualités rédactionnelles, ou Des pas. demandes des demandes de financement Demande de financement, avec puis des deadlines? Mmh. des deadlines bien précises. On a des communications à faire, Mmh. que ce soit orale ou écrite. Il y a un tas de choses comme ça. On a été souvent, et je recommande en tout cas de le faire en thèse, d'avoir des stagiaires, de travailler en équipe, parce que ça, c'est quelque chose qui est crucial. Apprendre en fait comment travailler en équipe, comment travailler avec quelqu'un d'autre. Il y a un tas de qualités en fait qu'on ne soupçonne même pas, parce que quand on n'y réfléchit pas, c'est la routine, c'est normal dans un laboratoire public, et ça peut devenir des grandes qualités dans un laboratoire privé. Donc je pense que en tout cas, si je devais embaucher quelqu'un dans notre start-up aujourd'hui, j'axerais beaucoup plus sur les qualités transverses que les compétences scientifiques, bien que c'est toujours intéressant d'avoir un expert dans un domaine. Voilà. Mais après, apprendre des techniques, on sait faire, entre guillemets. Le doctorat, on le fait aussi parce qu'on aime, on aime apprendre et surtout comprendre. Mmh. Donc après, on est capable un peu on est aussi flexible. Donc on est capable de s'adapter à un peu tout environnement. Donc, et un des gros points, je pense, qui est crucial pour moi, c'est faire face à l'échec. En tout cas, surtout en bio, je pense. Mmh. Parce que nos manips, une fois sur l'autre, ça ne marche pas. On a quand même un gros taux d'échecs, et il faut y faire face. Il faut quand même avoir le caractère pour pas se délapider complètement. Et puis en fait, ça, c'est une grande qualité, parce que ce qui fait que dans une startup qui est quand même un environnement où il y a beaucoup de challenges, ben, on est capable de continuer et de ne pas s'écrouler et de faire face à tout ce qui nous arrive et de trouver des solutions. Mmh. Vous parliez, justement, d'Akidog, l'association, dont vous êtes membre et représentante aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous en parler? Quelles sont vos missions et comment vous accompagnez les doctorants? Et surtout, troisième question que j'aimerais aborder, c'est en ces temps de covid, comment s'est re réorganisée la recherche doctorale dans les différentes disciplines? Si éventuellement vous aviez, quelques infos, ce serait très éclairant. Alors, Akidoc, en fait, j'ai commencé à être membre d'Akidoc au cours de ma deuxième année de thèse, et je regrette de ne pas l'avoir fait encore plus Mmh. tôt, parce que la deuxième année, elle commence à être compliquée, et ensuite, en troisième année, on s'écarte un petit peu. Ensuite, pendant mes années en Angleterre, j'ai un petit peu pris du recul, et là, je reviens membre, et j'essaye voilà, de me remettre dans les membres actifs. Donc, c'est une association multidisciplinaire. Donc, ça, c'est important, parce qu'on essaye vraiment de regrouper tous les doctorants et jeunes docteurs de toutes les disciplines, donc même les sciences humaines et sociales, parce qu'on se rend compte que les problématiques sont à peu près les mêmes partout. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment intéressant et enrichissant, en fait, d'avoir plein de mondes différents qui travaillent ensemble. Le but de Hakidoc, c'est d'ouvrir un peu les connexions entre le monde académique et le monde privé. Donc, on a deux types d'événements majoritaires. Donc, on a les After Labs, qui sont, on va dire, une fois tous les mois et demi, quelque chose comme ça, où on a une question précise, on invite des docteurs à répondre à ces questions. Et donc, en temps hors Covid, on a donc les doctorants, ou souvent, peut-être, on peut avoir des personnes en master aussi. Et donc, c'est un échange vraiment, des questions très précises, et c'est très enrichissant, parce que c'est la vie réelle, c'est la réalité, c'est des gens qui sont sur le terrain qui répondent. Et cet événement, c'est en fait donc que vous avez donc des doctorants dans différentes disciplines qui vont, entre guillemets, «faire une mini conférence» à destination du grand public, à destination des professionnels? Comment Non, alors c'est quel c'est des docteurs, souvent, on demande que ce soit des docteurs, des personnes qui ont fait un doctorat et qui sont dans le monde privé ah en général, d'accord. OK. qui Mmh. viennent témoigner en fait sur une question précise. Ça peut être l'intérêt de faire un postdoc, ça peut être aller travailler à l'étranger, ça peut être vraiment très vaste. Et Comment ça réussir sa thèse, des choses.
Et ça se passe en workshop, bon, là, c'est le covid, mais j'imagine qu'à l'époque, c'était en workshop, fermé ou c'était filmé en conférence et vous rediffusez Non, sur une c'est chaîne fermé. YouTube? C'est D'accord. ouais, c'est fermé. On est dans une salle, enfin, on demande des salles à l'université de Bordeaux parce qu'on est en étroit lien avec l'université Mmh. de Bordeaux qui nous aide beaucoup, qui nous finance et parce qu'aussi, Bordeaux a créé un collège des écoles doctorales. Mmh. Alors je pense que c'est national, mais je ne suis pas sûre et donc il y a cette volonté aussi en fait dans le monde, académique de faire sortir un peu les doctorants de leurs labos et de leur montrer ce qui se passe ailleurs. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas le faire qu'avec les doctorants, il faut le faire avec les encadrants aussi, Mmh. parce que c'est quand même tout ça, ça fonctionne, c'est un système qui fonctionne ensemble. Donc, Absolument. c'est vraiment important. Moi, j'ai pas eu cette problématique-là en Mmh. ayant un directeur de thèse qui a été chef d'entreprise, donc c'était vraiment agréable, mais je sais que certains peuvent faire face à c'est un monde inconnu et ça peut faire peur alors qu'en fait, il y a plein de choses. Les doctorants sont enfermés dans leur monde et ils pensent qu'on peut rien faire avec un doctorat alors qu'en fait, on peut faire plein de choses. Mmh. Donc les after labs qu'on organise, en général, ça peut dépendre selon les thématiques, selon la période de l'année aussi. On peut des fois avoir une cinquantaine de personnes qui peuvent venir et ensuite après on organise un petit pot pour que tout le monde discute, de manière plus informelle et le gros événement, une fois par an qu'on organise, c'est le forum Akidoc. Donc là, c'est vraiment rencontre entre entreprises et doctorants ou jeunes chercheurs. Donc il peut y avoir une partie recrutement. Il y a certaines entreprises qui viennent pour recruter Mmh. et le matin, on a aussi une partie, conférence, donc qui est, souvent animée par, Mathieu Rouault. Et donc on a, cette, voilà, on essaye de dans un seul et même, lieu, réunir le monde privé pour, alors ça peut être aussi pour des conseils, c'est pas Mmh. forcément que pour du recrutement. Ça peut être, voilà, je viens représenter mon entreprise pour en fait plus vous parler de ce qu'on fait et quelles sont les problématiques et sachant que en général, on essaye d'avoir des docteurs qui soient présents pour qu'ils puissent témoigner. Après, des fois, c'est pas le cas, mais ça peut être aussi pour les entreprises un moyen de venir voir qui sont les futurs chercheurs de demain. Mmh. Et ça, c'est intéressant aussi, en fait. Parce que il y a le monde de... Effectivement, les doctorants, souvent, ne connaissent pas très bien le monde de l'entreprise, mais en France, l'inverse est vrai aussi. Absolument. C'est-à-dire que l'entreprise ne connaît pas bien ce que c'est d'être docteur non plus. Et est-ce que vous, avec Akidoc, vous avez, des partenariats ou des événements communs avec notamment, par exemple, la SAT, de Bordeaux ou l'incubateur de start-up, universitaires ou Ils sont souvent, toujours invités, ça c'est sûr, d'accord, toujours présents. Après, on a plusieurs, partenariats. Je les ai pas forcément en tête, maintenant, mais il y a beaucoup en fait, il y a beaucoup d'organismes et d'associations qui font un peu la même chose, mmh, que Akidoc, même que ce podcast, en fait. C'est bien vraiment sûr. la volonté de démystifier, et d'ouvrir le monde, sur, le doctorat. Et d'ailleurs, on va essayer un peu de débroussailler tout ça parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'organismes qui ont ce rôle-là. Et donc, nous, on essaye de toujours les inviter ou d'avoir des partenariats avec eux parce que c'est vraiment très, très intéressant. Là, je viens d'employer 2 mots techniques, entre guillemets, et je vais les démystifier là tout de suite pour l'audience. SAT, c'est Société de transfert de technologie. Ce sont des sociétés qui sont financées, en partie par votre université et par l'État et par des acteurs privés également, des industriels. Et le rôle des SAT, c'est de gérer la propriété intellectuelle, heu, de la recherche universitaire à laquelle elle est rattachée. Par exemple, la SAT de Bordeaux, elle va gérer les brevets, et les découvertes qui sont faites dans les laboratoires qui sont potentiellement valorisables à travers une entreprise. Et quand on dit à travers une entreprise, vous avez 2 axes. Un, c'est l'octroi de licence à des entreprises, notamment des grands industriels. Donc là, c'est la valorisation va se faire à travers des royalties qui vont revenir à l'université aux chercheurs ou à travers la création de startups. Donc là, c'est surtout en général l'incubateur de votre université qui s'en occupe. Et donc là, je pense qu'on va être d'accord. Je dis très souvent à tous les doctorants et même aux étudiants un peu avant, master, d'aller voir les personnels
de prendre contact avec le management de la SAT ou de l'incubateur. Parfois, c'est la même entité, hein, ça dépend des universités, pour discuter avec eux de la création d'entreprise, parce que vous pensez souvent que vous êtes dans du fondamental et ce que vous faites n'est pas applicable. En fait, c'est faux. Euh, C'est vrai. faut aller discuter avec ces gens-là. Vous verrez qu'ils vont vous ouvrir des opportunités. Les opportunités se créent par vous-même en prenant contact avec les personnes qui sont en charge. Et d'ailleurs, même au sein des organismes, alors moi, en tant que biologiste, je connais surtout le CNRS et l'INSERM. Il y a il y a l'INSERM Transfert, par exemple, Absolument. ou CNRS Innovation, je Mm. pense. C'est des organismes, même au sein en fait, des organismes de recherche qui s'occupent de ça. Et il y a aussi des concours organisés. Donc, par exemple, il y a le iPhD par Absolument, par la BPI. France. Très, très bon concours, ouais. C'est ça. Mmh. Donc, tout ça, c'est hyper intéressant, mais Mmh. faut avoir l'information, en fait. Et quand on l'a pas, c'est difficile. Donc, pour avoir les informations aussi, moi, ce que Akidoc m'a apporté, c'est d'apprendre à faire mon réseau, d'apprendre à aller voir les gens, à discuter avec eux. Et c'est comme ça que j'ai appris plein de choses, en fait, juste par la curiosité d'aller discuter avec les gens. Je mettrai en lien une vidéo d'un designer, consultant designer qui s'appelle Rémi Rivas. C'est un garçon exceptionnel. Je vous invite tous à aller voir ses vidéos. Qui est consultant en innovation, qui a fait une vidéo sur comment développer son réseau. Et je pense que cette vidéo est un masterpiece, comme sait faire Rémi. Je le mettrai en lien pour résumer en une minute. Il explique ce que c'est que cette notion de réseau. Parce que souvent, quand on dit réseau, et quand on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est? Il faut que tu fasses partie du Bilderberg, de la franc-maçonnerie. Non, non. Le réseau, c'est la personne que tu connais, qui peut te recommander. Mais c'est pas forcément Bill Gates, Exactement. ça peut être n'importe qui. Donc, je mettrai le lien parce que la vidéo est vraiment excellente et elle peut nourrir la réflexion de beaucoup de monde. Donc oui, donc D'ailleurs, sur le réseau, oui, justement. en parlant de réseau, c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail en fait à la sortie du doctorat. Donc, j'ai contacté les gens avec qui étaient dans le laboratoire en disant aussi, est-ce que vous connaissez des gens qui travaillent dans le domaine du vasculaire? Et j'ai eu plusieurs contacts qu'on m'a donnés. Donc, j'ai contacté, par exemple, Stéphanie. En fait, je l'ai contactée sur LinkedIn. Et à l'origine, je lui demandais en fait le nom de quelqu'un d'autre qu'elle connaissait. Mm. Et en fait, ça s'est arrêté là parce qu'on s'est contacté et elle m'a dit, mais moi, en fait, je viens d'avoir un financement et j'aimerais vraiment qu'on discute plus sérieusement de ce que tu fais au sein de ta thèse. Et voilà, on a discuté plusieurs fois et j'ai fini par l'inviter à venir à ma soutenance de thèse. Mm. Et en fait, a servi d'entretien. Je pense que un long entretien. Oh, Mais il y avait le pot à la fin pour vous faire pardonner. donc en fait, on s'est rencontrés comme ça et je pense que j'ai eu la chance de la rencontrer parce que c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et ensuite, donc on a travaillé, elle était CEO dans l'entreprise. Moi, j'étais chercheuse à ce moment-là. Et ensuite, quand l'entreprise a fermé, on a décidé, donc elle a décidé de créer une entreprise et elle m'a demandé d'être CSO au sein de cette entreprise-là. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister un peu, c'est que c'est pour ça que j'insiste sur l'humain et les relations humaines parce que quand on est un binôme, on est une équipe, on fonctionne vraiment très bien ensemble et je pense que tous les challenges que nous apporte la startup, notamment en temps de Covid, tout ça s'efface un peu parce qu'en fait, on s'entend bien, on arrive à travailler ensemble. Alors, on est deux Françaises qui travaillons en Angleterre, mais ça, c'est pas grave. Après, des fois, ça nous apporte justement cette petite complicité où on peut se faire des blagues de Françaises. Et donc, c'est vraiment, pour moi, la startup, c'est plus que juste de la science, c'est aussi Stéphanie qui est brillante et qui se démène pour que tout ça fonctionne. Mm. Et ça, c'est vraiment important parce qu'au quotidien, dans l'équipe vraiment exécutive, on est toutes les deux. Mm. Et quand on a la chance de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien avec qui ça fonctionne et que ça avance, c'est précieux, en fait, Mm. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. notamment en temps de Covid. Oui, qui a impact. Alors justement sur le Covid et puisque vous êtes membre d'Akidoc, vous avez donc accès à pas mal de doctorants. Comment s'est réorganisé
à minima, je dirais la recherche dans les différentes disciplines, j'imagine que ça va être très dur pour les doctorants. Alors pour les doctorants, oui, je pense que ça a été très dur, notamment lors du premier confinement. J'ai Mmh. l'impression que le deuxième, les gens se sont un petit peu plus réorganisés, et cetera. Mais c'est difficile, notamment dans la bio, parce que Mmh. voilà, on doit être à la paillasse. On ne peut pas C'est faire ça. nos manip chez nous, dans notre cuisine. Ce serait bien, mais c'est pas La bio et possible. les chimistes aussi, hein, faut pas les oublier. Exactement, les chimistes, voilà. Et les physiciens expérimentalistes, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de paillasse, hein, donc ils peuvent Mais pas tous faire, les gens, en fait, qui ont besoin de paillasse pour c'est ça. travailler, ou même des gens qui ont besoin d'être sur le terrain, de Mmh. faire des interviews, d'aller faire des fouilles archéologiques, ou je ne sais quoi, vraiment tous les gens qui ont besoin d'être sur place, ça a été compliqué, je pense. Après, au sein de, donc nous, c'est pour ça aussi qu'à Kidoc, on essaye hier soir, on a organisé un apéro pour que les gens, parce que je pense que les gens se sentent un peu isolés. Apéro virtuel, hein, je le dis aux Apéro autorités, virtuel, oui. qui vous Surtout, envoient pas le GIGN, non, non, il y a pas une soirée secrète de doctorants quelque part. non, 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 sur Zoom, tout le monde s'était servi son verre de vin, chacun chez lui. Donc, c'est pour faire un peu du lien social, parce que c'est vrai que c'est une grande partie du doctorat aussi, Mmh. d'être dans un labo avec d'autres jeunes. Ça, c'est une des choses qui a été assez difficile pour moi en partant une start-up. C'est qu'on part d'un laboratoire où il y a peut-être 40 jeunes, puis d'un coup, on n'est plus beaucoup. Donc, le lien social, c'est vraiment important. Il faut en profiter pendant son doctorat, de travailler tous ensemble et d'en profiter. Après, là, en temps de Covid, je pense que c'est très difficile. Je pense souvent, très, très souvent aux étudiants. C'est vraiment, c'est difficile ce qu'ils sont en train de vivre, parce que mais il y a le côté social qui est énorme pendant les études. Après, par rapport au doctorat, je pense qu'ils ont pris du retard énorme, Mmh. notamment, alors, je parle de ce que je connais, donc en biologie. Mmh. Euh, donc, ouais, très, 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 très difficile. Après, faut qu'ils se disent qu'ils sont pas seuls, qu'il y a plein de monde, même l'université de Bordeaux, en tout cas à Bordeaux, est là pour les aider. Donc, les universités sont là, et il faut pas rester seul dans son coin. Il faut aussi, je pense, en parler avec son directeur de thèse si ça va pas, et parce que le directeur de thèse est là pour ça aussi, en fait. Pour ceux qui connaissent pas ce monde-là et qui nous écoutent, je voudrais quand même rappeler qu'on est en train de parler de recherche, avec des applications, dans nos vies, la recherche biomédicale, la recherche, industrielle. Donc tout ça, évidemment, aura énormément d'impact sur le progrès et nos vies, et on s'en rend pas encore bien compte l'impact, parce que c'est mondial, hein, en fait, hein. C'est mondial, hein, donc c'est toute la Exactement, recherche mondiale qui a été ralentie d'un coup, qui a ralenti et qui a pris du retard c'est ça. et donc des solutions qui mettront beaucoup plus de temps à venir, sur le marché. Exactement. Et c'est pour ça aussi que il y a ce côté-là aussi en France qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est un peu à la traîne Mmh. quand même. Je peux faire le parallèle avec l'Angleterre, et je peux vous dire que ils sont quand même, au niveau recherche, c'est assez incroyable. Oui, oui. Et si on pouvait avoir plus de financement, et si on pouvait faire ça va pas assez vite en France, on n'est pas assez valorisé, et il faut vraiment que ça change, en fait, que ça aille plus vite. Alors après, il y a le courant deep tech qui est en cours. Donc il y a des choses qui sont en train de se faire, et c'est bien. C'est bien. Absolument. Il est temps, en fait. Moi, vous savez que c'est à Épistémie Entrepreneur, c'est, notre fer de lance, c'est encourager les doctorants à aller vers la deep tech, soit en tant qu'ingénieur, soit en tant que chercheur, soit en tant que, créateur de start-up. Aujourd'hui, les SAT, ont les tiroirs pleins de brevets. Une partie est valorisée par de l'octroi de licence vers des industriels, une partie, par la création de start-up, mais il en reste encore plein. Il y a énormément de capacités d'innovation et il faut qu'il y ait des entrepreneurs pour les porter et qui mieux que le doctorant qui connaît la science et s'il se donne un peu, je dirais, la peine de s'intéresser au monde économique, on peut changer véritablement, notre monde et passer, du 21e siècle au futur, à une utopie, futuristique. Il faut être bien entouré, et puis il faut avoir faut aimer le challenge, je pense. Absolument, Mais en même temps, quand on fait un doctorat, je pense qu'on aime ça. Donc, faut être bien entouré et avec du travail. Voilà, faut pas avoir peur d'y aller. Ça, c'est un monde qui fait un peu peur, mais
Bon, là, en plus, on est quand même en temps de Covid, les temps sont incertains. Je vais pas mentir que nous, au niveau de la start-up, c'est quand même très, très un gros challenge. Mais il faut y croire parce que si on croit à ce qu'on fait au quotidien, il faut se battre pour, en fait. Absolument. Et j'espère qu'on pourra vraiment faire des belles choses parce que on a un projet qui est génial et donc il faut que ça marche et on a Mmh. vraiment envie que ça fonctionne, quoi. En tout cas, on a la volonté. Absolument, vous vous attaquez à un problème critique qui nécessite une solution, qui fasse la différence. Donc, effectivement, c'est le sujet des startups deep tech, s'attaquer à des problèmes critiques en développant des solutions, nouvelles, sharp, donc, On le voit voilà. bien avec la pandémie qu'on on a besoin en fait, de ces choses-là parce que, les gens, c'est difficile en fait le monde scientifique, des fois on est vu un peu comme dans un monde à part et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on est tous touchés par ça. Absolument. Les maladies, les choses qui nous entourent, c'est terrible, mais Mmh. ça touche tout le monde et c'est vrai que mais il y a les vaccins qui ont été faits notamment pour le Covid, c'est des chercheurs qui ont travaillé dessus et qui ont travaillé, comme des fous en fait pour développer Mmh. des solutions, vite et bien. Alors, vite parce qu'ils ont eu un budget, incroyable en fait, et c'est ça qui a fait la différence, je pense, le budget illimité et donc on se rend compte de c'est dans ces moments-là de pandémie, on est quand même dans une épidémie mondiale, on se rend compte de la valeur et de l'importance de la recherche, en fait. Absolument. Eh bien, ça, c'était, je pense, un beau mot de la fin. C'est, merci beaucoup Laure, je tiens à vous remercier pour tout le temps que vous Avec nous avez plaisir. offert. Je mettrai tous les liens, en description de la vidéo. Donc si, est-ce qu'on peut vous contacter? Si je vous mets le lien de LinkedIn, ça vous êtes disponible à discuter avec des doctorants ou avec d'autres personnes? Avec grand plaisir. Très bien, je mettrai les liens. Hem, c'est peut-être conclure sur un conseil. Un conseil à si vous aviez un seul conseil à donner à un jeune scientifique. Un seul conseil, ouh là là. D'y croire, de pas Mmh. lâcher et de vraiment d'y croire et de se sentir fier d'avoir fait un doctorat, Mmh. parce que, c'est une belle aventure, c'est compliqué, mais ça vaut le coup. Et vous m'avez également dit quelque chose hors antenne, c'est d'aller voir, heu, les entrepreneurs, discuter avec eux, Exactement. voilà, De sortir de sa zone de laboratoire et de s'intéresser à ce qui se passe autour et de la vie réelle et que, non, le postdoc n'est pas la seule solution, mmh, suite à un doctorat, qui a un milliard de choses à faire et que, faut pas hésiter à aller voir les gens et les gens sont gentils. c'est ça. Donc les gens vont répondre et vont être ravis de discuter avec les doctorants. Parfait, merci infiniment Laure. Merci. Et puis, je dis à ceux qui nous regardent, vous connaissez la chanson des youtubeurs, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, voilà, vous savez, vous êtes plus jeune que moi, vous savez faire. Merci beaucoup, à bientôt Laure. Merci, à bientôt. À très bientôt.